je te ferai 2 réponses, si tu me permets. Eh bien, pour la première et seule fois de ma vie, j'ai failli arrêter le journalisme ce soir-là. Parce que je me suis senti sali. Où est-ce qu'on en est en réalité? On n'est pas bien, hein. On pense sur l'histoire, on n'est pas bien. Fais de ta vie un rêve. Et Et de ton rêve, une réalité. d'accord. Et ça, je pense que ça incarne bien ton parcours en plus. Oui, je me sens bien dedans. J'aurais pu l'écrire, j'aurais dû l'écrire. Je suis Samy Biazoni, je suis cadre dirigeant, entrepreneur et auteur. Et aujourd'hui, on va plonger dans le lexique des belles valeurs que l'on a dans nos banlieues et que tu as aussi chevillé au corps, Rachid. Car oui, mon invité aujourd'hui, c'est Rachid Arabe. Rachid, bonjour. Bonjour Samy, bonjour à Alors- tous. Alors Rachid, tu es journaliste, tu es entrepreneur, tu es une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Tu as été membre du CSA et aujourd'hui cofondateur de Leak, donc start-upper. Start-upper à mon âge, c'est osé. Et je dois y associer Guillaume Pfister, mon associé, avec qui on a créé Leak, dont on parlera peut-être plus tard. Absolument. Leak, c'est un média dédié à la pop culture méditerranéenne, un média vidéo, réseaux sociaux qui cartonne sur les réseaux en ce moment. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je crois qu'il ne doit pas en avoir, mais quand même pour eux, Rachid, c'est ça. Il y a un truc là, il y a un vrai sujet quand même. On est sur une atrocité dont on parle pas. Allez, Là, c'est un vrai point. Bonjour. moi c'est Rachid. Enchanté, je vous connais un petit peu. Et vous êtes? John Rachid, enchanté. Presque pareil. C'est pas ton nom d'ailleurs, Non. tiens, on va se dire tu. Je peux tutoyer? Ouais, bien sûr. Moi j'ai du mal, hein, mais avec grand plaisir, je te tutoie. Alors Rachid, tu es né en 1955, dans une Kabylie encore française à l'époque, et tu as grandi en Lorraine, dans une petite ville qui s'appelle Nilvange. Alors si tu devais raconter ton enfance en une image, ce serait quoi cette image? Il y a 2 images immédiatement, c'est les montagnes de Kabylie, parce que j'y suis né, j'y suis resté jusqu'à 3 ans, c'était le début de la guerre d'Algérie. Donc la première image intérieure, très, très intériorisée même, c'est les montagnes. Et puis la deuxième image, c'est la Lorraine sidérurgique. Ces 2 images complètement contradictoires, eh ben, j'ai vécu tout le temps entre ces 2 choses-là. C'est à faire un choc, non? D'avoir cette espèce d'ambivalence paysagère, et puis même en termes d'émotion, de ressenti. Alors, pas pour un garçon qui arrive à l'âge de 3 ans. J'ai souvent interrogé ma maman de savoir si c'était un choc. J'ai longtemps pensé que c'était un choc, et puis récemment, elle m'a dit que ça ne l'était pas. En fait, c'est la vie qui avance, qui continue, tout simplement. Alors c'est intéressant parce que finalement ces 2 images que tu nous proposes, c'est un peu toi, c'est un peu une métaphore de toi. Tu dis souvent, je suis 100% algérien et 100% français. Alors, dans les faits, comment on réalise cet impossible de 100%? Et j'ajoute même que je suis binationaliste. C'est-à-dire là aussi, j'augmente les quotas. Ben, c'est que je n'ai jamais tracé de trait entre mes 2 hémisphères. Je dis souvent que l'Algérie, pour moi, c'est mon inné et la France, c'est mon acquis. C'est ces 2 parties de cerveau qui fonctionnent tout le temps. Et en fait, avec le temps, j'ai réussi à équilibrer les 2. Je me sens très à l'aise dans mes origines. Je me sens extrêmement à l'aise dans mon citoyenneté française aujourd'hui. Voilà, c'est de l'équilibre. Alors, il faut du temps pour y arriver parfois, hein. Il faut attendre 70 ans parfois. Alors, tu sais, dans ce podcast, on parle des valeurs qui sont importantes, qui sont les atouts des quartiers, de nos cités, de nos banlieues, mais aussi les valeurs qui résonnent en toi. Alors, on t'a interrogé, et la première valeur que tu nous as proposée, c'est celle de loyauté. C'est une valeur très forte, qui est fondamentale chez toi. Généralement, dans les quartiers, c'est le ciment social. C'est ce qui permet de faire face à l'adversité, notamment par l'entraide. Qu'est-ce que cela représente pour toi? La loyauté, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe, de partager des valeurs avec ce groupe-là. La loyauté, c'est aussi la solidarité d'une certaine façon. C'est-à-dire d'être toujours attentif à ce que l'autre pense. Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'essaie de me mettre à sa place. Et c'est ça que m'a appris la Lorraine notamment. La Lorraine, si tu connais un petit peu, j'y suis arrivé dans un endroit qui était un terreau d'immigration à l'époque. Dans ma classe, il y avait des enfants d'origine polonaise, italienne. Moi, je faisais partie des premiers maghrébins. Et j'ai vu à quel point la Lorraine a été une sorte de laboratoire de cette solidarité qui est devenue une loyauté. En fait, c'est toujours essayer de tirer le meilleur de l'autre, de celui qui est en face de toi. Comme dans une interview, en fait. Parfait. Et c'est une valeur que revendiquait ta famille ou c'est une valeur que tu as acquise comme une conviction d'homme? C'est une valeur qui vient de ma famille. Je suis d'origine berbère, comme tu le sais. Ma langue maternelle est le berbère, le kabyle. Donc, ma langue maternelle n'est pas le français. Ça compte aussi parce que j'ai dans l'oreille aujourd'hui la langue de ma grand-mère. Et je m'exprime, moi, dans une autre langue aujourd'hui. Et donc, ça vient de cette
tradition orale extrêmement importante dans le pays où je suis né, qui fait d'ailleurs que je suis devenu journaliste de télévision et non pas journaliste de presse écrite comme j'en ai toujours rêvé. C'est parce qu'en fait, c'est par la transmission orale qu'on échange avec l'autre. Et ça rejoint la loyauté. Pour bien dire les choses à quelqu'un qui est en face de toi, il faut avoir les mêmes mots que lui. Il faut essayer de le partager et d'avoir une discussion comme on a là, toi et moi en ce moment. Et alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tu penses qu'il reste de la loyauté dans notre société, plus globalement aujourd'hui ? Quand on regarde de l'extérieur la société, on le voit bien sur la crise du politique, sur la crise globale, on voit bien qu'on a l'impression que les autres ne sont jamais loyaux. Et en fait, et ce sont les réseaux sociaux aussi qui ont poussé un petit peu pas cette mode, à cette tendance à se dire il n'y a que moi qui détiens la vérité et les autres se trompent. Et c'est vrai que la loyauté, quelque part, se perd et elle se perpétue, de mon point de vue, dans une équipe, l'équipe de LIC que je dirige avec Guillaume. On essaie de faire en sorte que nos rapports soient loyaux. Dans ma vie du quotidien, j'essaie de faire en sorte qu'avec mon voisin de palier ou avec le boulanger, j'ai des rapports loyaux. Je porte ça jusqu'au bout. Je suis capable aujourd'hui d'interroger un homme politique ou une femme politique en essayant d'être le plus loyal possible, en ne jouant pas un rôle. Je suis Rachid. Alors Rachid, si nous t'avons invité, c'est aussi parce qu'on te considère comme un modèle, comme une source d'inspiration. Et à ce titre, je sais que tu aimes transmettre, tu aimes aider. Je crois que aussi c'est un peu la continuation naturelle de ce qu'est la loyauté, le don de soi et le partage. Alors dis-moi, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui viendrait des quartiers, qui ne viendrait pas des grandes villes, une personne qui voudrait avancer dans la vie et s'accomplir ? Ben, c'est ce que je fais au quotidien avec l'équipe de LIC. Avec la jeune rédaction de LIC, qui a des origines très diverses, j'essaie déjà de leur apprendre la rigueur. Je pense qu'il faut, dans la vie, il faut être à l'heure, il faut s'exprimer correctement face à l'autre pour être compris, et puis il faut être très dur avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps en train de chercher. Dans l'équipe de la rédaction que je dirige chez LIC, j'essaie d'imprimer la notion d'être toujours dans l'excellence. C'est-à-dire de ne jamais se satisfaire de ce que tu as fait la veille. Tu peux toujours faire mieux le lendemain. Oui, j'aime bien. C'est aussi une philosophie que j'essaie d'appliquer. En revanche, le fait de commencer en retard, c'était un reproche pour nous, non ? Ah, pas du tout. Nous sommes à l'heure. Hein. Une demi-heure. Alors, la deuxième valeur dont tu nous as parlé, alors c'est plus un principe qu'une valeur, c'est le sens de l'observation, savoir regarder. Tu revendiques l'importance de l'attention aux détails. Alors, cela peut paraître surprenant, comme grand principe de vie. Pourquoi cet attachement à la nuance des choses ? Mais c'est comme ça que j'apprends, moi. Alors, moi, j'ai fait des études comme tout le monde. Hein. J'ai été un très bon élève jusqu'à la seconde où j'ai commencé à décrocher. J'ai été à nouveau un très bon élève quand j'ai compris que pour être journaliste, il fallait que je fasse des études. Donc, cette idée de l'observation, elle vient... en fait, moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Et c'est avec ça que je vis. Je vis plus avec de l'expérience qu'avec de l'expertise, si tu vois la différence que je fais entre les deux. Le travail de journaliste que j'ai eu, ça a été tout le temps le fait d'aller sur une situation et de revenir en apprenant quelque chose. Donc, une partie, je transmettais au public, et puis l'autre partie que je me transmettais à moi-même, c'est comment apprendre ce que vit l'autre, tout simplement. C'est tout le temps d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors, tu es un grand journaliste. Est-ce que tu peux me raconter un reportage marquant, un moment marquant, une rencontre avec un invité où justement ton sens du détail, de l'observation a permis, on va dire, l'émergence d'une vérité un peu différente ? Au hasard, pendant que je faisais le journal de France 2, de 13h sur France 2, il y avait d'énormes inondations dans le sud-ouest de la France. Et j'étais donc en direct avec mes bottes, etc. Et je racontais ce qui se passait. Et puis, au passage, je vois une petite dame à côté, là, qui était sur le pas de sa porte. Elle n'arrivait pas à sortir. Et puis, machinalement, automatiquement, je l'ai attirée comme ça vers moi, avec mon bras, pour lui demander comment elle allait, tout simplement. Et j'ai senti dans mon bras qu'elle tremblait. Et c'est ça que j'ai essayé de transmettre ensuite aux autres. J'étais là, je sentais ce que c'était la douleur. Et comment je pouvais la transmettre avec des mots. Et je me souviens encore
de la texture de la peau de la dame quand je l'ai tenue comme ça. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. C'est ça l'observation, c'est de regarder les petits détails. Et juste, si je reviens au point professionnel, moi, ce que j'essaie d'apporter beaucoup aux jeunes générations qui travaillent avec moi, c'est de regarder le détail. Par exemple, la génération, l'X, c'est un média digital où on travaille sur l'image. C'est d'essayer de leur dire l'image n'est pas un produit. Il se passe plein de choses dans l'image. Regardez les détails et vous en apprendrez plein de choses. C'est ça la curiosité, en fait. Alors, on parle souvent de la toute-puissance des réseaux sociaux, de la surabondance de l'information, ce qu'on appelle l'infobésité. Le fait d'être nourri en permanence, de l'inverse de ces petits détails justement, mais d'un flot continu d'informations. Comment, selon toi, le citoyen peut exercer dans ce contexte son sens de l'observation fine, son attention aux détails? Est-ce que ce n'est pas devenu complètement impossible aujourd'hui? Ouais. Alors, c'est vrai que je suis un peu un prototype, hein, parce que moi, je viens de l'information qui vient d'en haut et qui est distribuée vers le bas. Et donc, c'est vrai qu'en me lançant dans le digital, je me suis lancé dans l'aventure où il faut faire en sorte que l'information ne vienne pas d'en haut parce qu'elle n'est plus crédible. C'est de voir comment elle peut remonter à partir de sa source, de là où elle se crée. Là aussi, il faut faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que, autant quand j'étais journaliste, je n'ai jamais prétendu connaître la vérité ou détenir la vérité. Autant j'essaie de passer aujourd'hui la conviction que j'ai que l'information n'est pas une valeur complètement carrée, cadrée, dans laquelle on dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il faut tout le temps essayer je ne vais pas rentrer trop dans le détail, de la vérifier, de la comprendre, mais c'est vraiment, c'est un boulot. Et donc, pour revenir à l'idée de l'information, j'allais dire citoyenne, elle est essentielle parce que c'est ce qui va créer l'information. En fait, on a inversé le jeu. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de pouvoir des citoyens dans la fabrication de l'information. Les seuls risques, c'est qu'il faut trouver comment faire en sorte qu'au sein de cette information-là, ne commence pas à circuler des choses fausses, des choses erronées ou des choses dangereuses même parfois. Donc c'est un challenge énorme. C'est une prise de pouvoir. Mais un pouvoir, ça s'exerce. Eh oui, et ça induit des responsabilités. Ouais, des responsabilités, très juste. Et des savoir-faire. Alors, si l'on part des codes communément admis dans les quartiers, c'est quoi, selon toi, la fausse piste? La chose que l'on croit obligatoire, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. L'objectivité, peut-être se prétendre objectif? Ouais. Alors, j'aime bien ce que tu dis sur l'objectivité, le fait de citer ça, parce que ça ne vient pas de prime abord, je crois. Si je te comprends bien, la neutralité, c'est pas une qualité intrinsèquement humaine, mais l'honnêteté, la rigueur et la transparence, ça, ce sont des qualités. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour moi, l'être humain est un être qui n'est pas neutre. Il vit forcément en rapport de force avec les autres. Donc, comment peut-il être neutre au moment où il est dans une compétition tout le temps? Sur l'objectivité, alors, avec ce que je sais par expérience, c'est se prétendre objectif, c'est totalement irréaliste, parce que nous ne sommes pas... Je prenais souvent un exemple en sortant de l'école de journalisme. Si on te demandait de raconter un accident sur la route en bas de chez toi, une voiture renverse un piéton, tu ne raconteras pas la même chose si tu es sur le trottoir de gauche ou le trottoir de droite. Et c'est là où commence la notion de curiosité, d'observation pour pouvoir raconter quelque chose. Et puis en fait, il y a aussi le fait que nous sommes des êtres humains et que donc tout ce qu'on voit, on le voit avec le prisme de notre propre histoire, avec nos lunettes, peut-être même parfois avec nos humeurs du jour. Donc c'est pour ça que dire « je peux être objectif », c'est totalement irréaliste, mais aller pour autant dans la subjectivité, c'est là qu'est le danger. C'est compliqué, c'est un équilibre qu'il faut chercher tout le temps, l'objectivité, ou peut-être plutôt l'honnêteté en fait. Absolument. Alors j'ai envie de te proposer un jeu. Je vais te soumettre plusieurs dilemmes et tu réponds en toute honnêteté quant à ce que tu ferais si tu étais confronté à ces situations. Alors tu verras, c'est assez simple. Tu penses que je peux le faire? Ouais, tu vas y arriver. Première mise en situation. Un invité dit ce qui semble être une contre-vérité grave en direct. Tu es en plateau et tu sais qu'il ne va pas pouvoir être immédiatement contredit par une personne présente. Que fais-tu? Tu le coupes net, tu laisses filer et tu rétablis la bonne information après, ou tu relativises à l'antenne sans preuve immédiate? Alors, je te ferai deux réponses, si tu me permets. La réponse que je t'aurais faite avant d'être membre du CSA et la réponse que... Non, mais la réponse de celui qui n'a été que journaliste, c'était de se dire, je peux laisser passer, je peux peut-être l'amoindrir en disant, on va vérifier. Ouais.
Et puis la deuxième réponse, celle d'anciens membres du CSA, c'est de dire c'est ta responsabilité à ce moment-là de relativiser immédiatement ou de dire on va enquêter, etc. ou de dire c'est votre opinion. Mais en fait, là aussi, c'est la responsabilité du direct. C'est la responsabilité de l'échange, c'est-à-dire il ne s'agit pas de laisser dire n'importe quoi, il ne s'agit pas de se disputer ou de se battre, il s'agit d'essayer tout le temps d'équilibrer. Et en fait, et c'est ce que j'ai appris aussi de mon métier, comme une interview, c'est comme une discussion dans la rue ou dans un café. Si tu n'écoutes pas suffisamment l'autre, tu peux lui laisser dire des choses fausses. Si tu l'écoutes et que tu as envie de le corriger un tout petit peu, tu peux le faire, il faut juste y mettre les formes. Il faut juste y mettre les formes. Deuxième situation, un sujet très sensible est évoqué, mais il concerne directement ton parcours personnel. Ouais. Peut-être même ta vie privée. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'imposes une retenue supplémentaire. Ou au contraire, tu assumes une parole incarnée et la recherche de la vérité. Oh là 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 là, compliqué. Parce qu'en t'écoutant, j'essaie de mettre ça dans des situations que j'ai pu vivre réellement. C'est vrai que, par exemple, j'ai toujours et longtemps fait en sorte que mes origines n'apparaissent pas quand j'étais dans mon travail professionnel. Quand je faisais le journal télévisé de 13 heures, notamment, je n'y arrivais pas comme Rachid Arabe, enfant de l'immigration, etc. Mais chaque fois que quelqu'un en face de moi me le rappelait directement ou indirectement, je n'étais pas forcément très à l'aise à l'époque. Et aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ça. Mais c'est cette difficulté qu'il y a que quand en fait quelqu'un vient sur tes plates-bandes, comment tu l'accueilles? Comment tu lui dis tu peux rentrer là-dedans? Et en l'occurrence, la question des origines, la question du point de départ ou d'arrivée, c'est pas une question d'ordre privé. Moi, j'ai essayé en fait pendant tout le temps du journal télévisé et de toutes mes prestations télévisuelles, c'est de faire oublier, ou plutôt de faire en sorte que le Rachid soit un prénom banal. Est-ce que c'est plus clair comme réponse? C'est clair. Et c'est vrai que c'est des situations qui doivent être extrêmement compliquées. C'est des vrais dilemmes cornéliens. J'ai eu, tout le monde connaît cet extrait, Jamel Debbouze sur mon plateau, qui arrive, je ne sais pas si tu connais cette séquence, et qui s'installe et qui regarde la caméra et qui dit Rachid Arabe qui présente le journal français de France 2, il y a un problème. Et ce jour-là, mais j'étais pas bien. Je me souviens très très bien de cette séquence. Elle a marqué, je pense, l'histoire de la télé à jamais. Alors, dans ton livre, Pourquoi on ne vous voit plus, tu relates une attaque ancienne du Front National, je crois qu'elle date de 1986. Exact. Qui paraît aujourd'hui ahurissante. On t'a expliqué à l'époque qu'un journaliste d'origine algérienne, je cite, ne peut pas couvrir un événement ou un événement donné sur un territoire français, sur le territoire français. Alors, la Nouvelle-Calédonie en l'occurrence. C'était la Nouvelle-Calédonie, exactement. Qu'est-ce que ça laisse comme trace, ce type d'attaque, chez un journaliste de ta trempe et avec ton amour pour la France? Eh bien, pour la première et seule fois de ma vie, j'ai failli arrêter le journalisme ce soir-là. Parce que je me suis senti sali. Que ton nom soit balancé, je me souviens très bien de son nom, paix à son âme, du député qu'il a fait, qui a balancé mon nom en disant même son passeport, etc., en faisant allusion à des choses très personnelles et donc pas du tout professionnelles. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et je me suis dit j'arrête. Parce que j'avais l'impression que je devais encore me justifier de ce que je faisais, non pas de ce que je faisais, mais de ce que j'étais. C'est d'une violence extrême. Mais j'en suis sorti parce que j'ai eu de la solidarité, justement. Dès le lendemain matin, à la rédaction, j'ai senti de la solidarité de mes confrères et j'y suis retourné. Mais ça, c'est des moments où... je comprends toutes ces blessures qu'on peut ressentir dans nos banlieues, où à force de petites intimidations, de mesquineries ou de phrases ouvertement racistes, ça laisse des traces. Et alors, tu parlais de la solidarité, de la loyauté des uns vis-à-vis des autres. C'est ce qui permet de dépasser ce type de petits traumas ou de traumas réels. On est au cœur de ta troisième valeur, celle qui est importante dans le lexique des banlieues, c'est celle de résilience. C'est celle justement qui nous permet d'aller au-delà, de passer outre. Est-ce que tu crois que l'acceptation de l'autre, est-ce que tu crois que cela a progressé depuis cette époque dans notre pays? Où est-ce qu'on en est en réalité? On n'est pas bien. Hein. On passe de l'histoire, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On est dans... À une époque, l'actuel président de la République avait parlé de séparatisme. Moi, j'ai l'impression que l'essentiel des composantes de la population est chacun dans le séparatisme. Ça m'inquiète terriblement. Des deux côtés, d'ailleurs. Et
on n'est pas bien parce que je croyais avoir été un peu utile pour montrer que j'avais beau m'appeler Rachid Arabe, j'étais comme celui qui s'appelait François Duval. Je pense que j'y suis arrivé pendant ce temps-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu à une sorte de désignation de ce que tu es par l'autre et pas par toi-même. Et de ce point de vue-là, la société française m'inquiète. Et notamment par le fait que j'ai l'impression qu'on renvoie chacun à sa communauté d'origine et non pas à ce qu'il est. Je suis très inquiet. Je suis également, on a l'impression d'une communautarisation finalement des âmes, et de part et d'autre, tu le dis très très bien. C'est ça la grande difficulté, ou peut-être la grande nouveauté. On a aussi parfois l'impression que l'époque contemporaine glorifie beaucoup la figure de la victime, peut-être au détriment de celle du héros, comme on a pu le faire par le passé. Comment comprendre ce paradoxe selon toi? Et est-ce qu'il n'explique pas pourquoi on a cette difficulté désormais, chacun se réfugiant dans son rôle de victime? Les personnes qui subissent le racisme dans leur figure de victime, et ceux qui exercent le racisme aussi en justifiant leur comportement ou leur ressenti par une position de victime. Quand tu es blessé, c'est normal que tu te sentes victime. Quand tu es blessé physiquement ou mentalement, c'est normal que tu te sentes victime. Et donc, il faut un temps de guérison et de convalescence ensuite. Mais c'est effectivement quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a quelque chose à reprocher à l'autre. Tout le monde a quelque chose sur lequel s'asseoir en disant « j'ai raison et je suis victime parce que je ne peux pas le dire plus ». Et c'est un piège parce que pour le guérir, et c'est là où moi j'essaie d'apporter quelque chose avec mon âge et ma situation d'aujourd'hui, il faut du temps pour guérir ces trucs-là. Et c'est vrai que si on reste dans la position de la victime, eh ben on n'y arrive pas. Moi, j'ai toujours refusé, et notamment dans le cas que je te citais tout à l'heure, le jour où j'ai failli arrêter, je me suis dit, si tu arrêtes, tu vas te présenter comme quoi? Comme une victime? J'ai décidé que non. Alors, je vais te proposer une petite pause dans ces valeurs avant d'engager la discussion sur la dernière. Et je vais te proposer des punchlines littéraires, des aphorismes, et très rapidement, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette phrase, pas d'accord. Puis ensuite, tu essaies de deviner... Juste d'accord ou pas d'accord? Juste d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, tu essaies de deviner de qui est cette phrase. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Alors, la première, c'est la suivante. Certaines relations sont néfastes, parfois les chemins se séparent, les erreurs se réparent, et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. D'accord. C'est de Rousseau ou d'Orelsan? Orelsan. Orelsan. C'est l'épilogue. Mais c'est très rousseauiste. C'est pour ça. Deuxième citation. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. D'accord. Et ça, je pense que ça incarne bien ton parcours. En plus. Oui, je me sens bien dedans. J'aurais pu l'écrire, j'aurais dû l'écrire. Eh oui. Qui l'a écrit? Diams ou Antoine de Saint-Exupéry? Diams. En fait, non. On l'attribue à Saint-Ex dans Le Petit Prince. Mais c'est ni Saint-Ex ni Diams, c'est Pierre Curie. Mais souvent, on pense que c'est une phrase de Saint-Ex. C'est amusant, hein? Ouais. Dernière phrase. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Oh là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis en plus, je crois que je connais l'auteur. Le meilleur moyen Le meilleur moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Non. Non, tu crois pas en ça? Non. Il faut savoir résister. Ouais. Et ça, c'est Caris ou c'est Oscar Wilde? Oscar Wilde. Oui, c'est Oscar Wilde. Alors, tu as créé le média en ligne Leak, on en parlait tout à l'heure. Alors, je connais très bien ce média. Parce que... Ouais, tu nous fais l'amitié de nous soutenir, on va dire les choses, honnêtement, tu nous aimes. Je vous soutiens, je vous aime beaucoup, et tu l'as aussi fondé avec un ami. Alors même si on est concurrents, je ne suis pas rancunier, on est concurrents parce que j'ai fondé aussi des médias vidéo sur les réseaux sociaux, et je me réjouis vraiment de votre succès. Tu as comme valeur un principe qui est tout à fait central dans les cités, qui est celui de l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux choses. Est-ce que finalement, le fait de se dire, je commence une nouvelle carrière, après ma carrière très établie et très institutionnelle, dans l'entrepreneuriat et en tant que start-upper, ça, c'est ton signe et ta traduction de l'ouverture? C'est la traduction, en tout cas, que le chemin n'est jamais terminé. Et que tu as beau avoir, entre guillemets, réussi, tu peux encore faire mieux ou différent. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec Guillaume et avec Leak.
c'est d'aller sur des terres qui n'étaient pas les miennes spontanément. Tu revois, on revient à la question de la terre. Et la terre du digital, c'est la terre dans laquelle je vis aujourd'hui. Je peux me réfugier dans mes convictions analogiques, d'aimer la télévision, de regarder Arte, etc. Mais je suis obligé de me rendre compte qu'aujourd'hui, les générations qui m'entourent, elles communiquent par le digital. Donc, je suis obligé d'aller utiliser les mêmes moyens, la même grammaire qu'eux, mais j'y apporte quelque chose, j'espère. C'est que j'y apporte aussi mon sens de la rigueur et mon sens de la bonne gestion de l'outil que tu as. En fait, quand tu es à la télévision, ou quand tu es dans un média social, ou quand toi-même tu postes, ne crois pas que tu es Dieu. Tu n'es qu'un rouage dans un système. J'aime bien ce conseil. Quel est le sujet qui t'a le plus marqué depuis la fondation du média? Je crois que c'était en 2023. Ouais. La récente reconnaissance du fait que dans un classement de la CPM, on est aujourd'hui le 5e média qui attire les annonceurs. On est tout jeune, tu le sais, hein, on est tout jeune. Et ce classement prouve que le travail acharné, parce que c'est du boulot au quotidien avec Guillaume et avec l'équipe, que ce boulot-là soit reconnu aussi vite, c'est ma plus grande satisfaction. Et la deuxième satisfaction, elle tient au fait qu'on a longtemps cherché le bon nom pour le média. On a fini par trouver LIC. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Ça veut dire pour toi en arabe. Et en fait, on en a fait quelque chose qui est universel aujourd'hui et qu'on a réussi à installer cette marque et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de plus en plus, moi quand je faisais le journal de 13h ou de 20h, beaucoup de gens qui m'arrêtaient dans la rue en disant « Ah, on vous a vu à la télé hier », je suis frappé, alors qu'on ne me voit pratiquement pas sur LIC, que les gens dans la rue, dans mon quartier, me parlent de LIC. C'est génial. Alors, tu as œuvré en faveur de ce que l'on nomme communément la diversité, notamment quand tu étais sage au CSA. Mais je crois que tu défends une conception un peu particulière, une conception très républicaine, celle qui refuse les quotas, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et ce qu'il y a derrière ta conception de la dite diversité? Ouais. J'ai même dit et écrit, parce que je le pense profondément, que la diversité pour moi, c'est réservé à la faune et à la flore, pas à l'être humain. Que par définition, l'être humain est divers. Donc, chercher à classer les gens dans des diversités, c'est déjà aller contre la notion même d'humanité. Je m'oppose à l'idée des quotas parce qu'on ne règle pas ça d'une façon arithmétique. On ne dit pas il faudra 10% ou 15% ou 5%. Ça ne veut rien dire. Mais sur cette question-là, là aussi, confidence personnelle. Quand j'arrive au CSA et que dans la grande réunion de premier jour, on se répartit les portefeuilles de ce qu'on va faire et qu'on dit on va créer, c'était quelque temps après les émeutes de banlieue de 2005, on va créer un groupe de travail sur la diversité. Qui s'en occupe? Tout le monde m'a regardé. Et j'ai regardé tout le monde en disant mais pourquoi moi? Et donc le président du CSA à l'époque dit on va faire une interruption, on s'arrête. Et je dis mais oui, écoute, je sais pas, c'est parce que je m'appelle Rachid que je vais m'occuper forcément de la diversité. Et il a trouvé les mots à ce moment-là pour dire mais imagine qu'on ne te l'ait pas proposé. Comment tu l'aurais pris? Et ça, c'est la façon de se dire pas victime, mais capable d'agir là-dessus. Et donc, à partir de là, je me suis simplement attelé à un vrai travail, c'est-à-dire d'essayer de mesurer les choses, de voir comment, à l'époque, la diversité était représentée ou pas à la télévision, et de faire en sorte qu'il y ait un socle scientifique pour qu'on puisse en parler de façon scientifique et non pas émotionnelle. J'étais un peu le Harlem Désir post-Marche des Beurs. Oui, mais j'ai toujours lutté contre l'idée, j'ai toujours dit, je ne veux pas être un drapeau qu'on agite comme ça, et je ne veux surtout pas, et ça a été ma crainte très longtemps, je disais, en gros, à un moment, je me suis senti comme une statuette dans un salon, une statuette sur laquelle il y a plein de poussière, et à chaque fois, on se dit, attendez, il y a de la diversité, regardez, il y a Rachid Arabe. Et alors, en parlant d'ouverture, LIC, c'est la Méditerranée aussi. La PopMed, ouais. Ouais, la PopMed. J'aime bien ce terme d'ailleurs. Ouais. Alors comment on peut renouer avec la Méditerranée? Parce que selon moi, et c'est pas simplement un tropisme d'histoire familiale, il y a une partie de l'âme latine française de l'autre côté de la Méditerranée, ou sur le pourtour méditerranéen. Comment on renoue, comment on recrée ces ponts? En se rappelant que la Méditerranée a de tout temps été le lieu des échanges. Depuis les Phéniciens et même avant, ça a été le lieu des échanges et qu'on allait et qu'on venait au sein de la Méditerranée, qu'on partageait et qu'on échangeait. Dans notre esprit avec Guillaume,
la PopMed, c'est la notion même de métissage. C'est-à-dire que tu as beau te battre, le métissage, il se fera. Parce que la mer existe et que les gens la traversent. Des fois, ils ont le droit de le faire, d'autres fois, ils le font contre la loi. Et donc, ce métissage, il se fera de toute façon comme la mer fonctionne d'une façon naturelle. Il y a des petites marées, ça va, ça revient. Il faut qu'on accepte, et c'est en ça qu'un garçon comme moi est bien placé, il faut qu'on accepte que des deux côtés de la Méditerranée, il y a encore à partager. Et quand je disais tout à l'heure inné et acquis en parlant de France et Algérie, c'est ce que je vis au quotidien. Et c'est ce que j'aimerais, pour ne pas parler de moi, et c'est ce que j'essaie de créer avec la notion de PopMed, c'est de retrouver des fiertés de ce qu'on a comme origine et de ce qu'on partage. Samy Biagioni, ça vient d'où? Samy, c'est tunisien. Ouais. Et Biagioni, c'est italien. Donc moi, la Méditerranée, ça me parle. Voilà, ça te parle doublement. Et puis, il y a tous les gens comme toi et moi à qui ça parle immédiatement. Mais ce qu'on essaie de faire avec LIC, c'est d'aller au-delà. Tu as cité Orelsan, on aurait cité Joule, etc. Ces gens-là ont soit des origines méditerranéennes, ou en tout cas des influences méditerranéennes. Alors, et c'est ça qui... Orelsan, pas trop. Pas trop, mais c'est loin de la Méditerranée. mais justement, ce qui rayonne, justement, c'est cette culture PopMed. Elle traverse aujourd'hui. Et il y a un phénomène mondial qu'il faut regarder. Aujourd'hui, pour nous, la PopMed, c'est un peu l'équivalent de la pop culture anglo-américaine des années 50, 60, 70. C'est-à-dire que ce métissage, il se fait au niveau du monde entier. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nous, on regarde ça en France en disant il y a des immigrés, il y a des gens qui traversent, des réfugiés, etc. Mais il faut regarder que le fait que la PopMed, aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Tu vas au Canada. Nous, sur LIC, on est regardé au Canada, on est regardé aux États-Unis, on est regardé en Chine, parce que cette culture-là, elle rayonne déjà dans le monde entier. Et je pense que pour moi, petit Français, c'est une chance unique que la France soit remise un petit peu au centre de la carte géopolitique. Parce que c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on est, nous, Français, qu'est-ce que sont les gens qui vivent au sud de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on construit en commun. Moi, je préfère honnêtement construire avec ceux qui sont dans la rive sud et d'élargir vers l'Afrique, mais d'élargir aussi quand je regarde le développement de l'île qui doit se faire vers la Belgique, vers des pays qui ont toute cette culture en commun. Et simplement qu'on commence à voir, c'est pour ça que je citais Orelsan et quelques autres, de se rendre compte que cette culture, dans la sonorité même, est en train de devenir une vraie culture. Et ça, on doit en être fier, parce que la France y participe. Alors merci pour ce joli voyage dans ta vie, Rachid. Je retiens de notre échange les 4 principes qui t'animent: la loyauté, le sens du détail et de l'observation, la résilience et, nous en parlait, l'ouverture. Alors ces principes, ils n'appartiennent pas à la banlieue, mais ils y trouvent, selon moi, des résonances particulières, car c'est sûrement là qu'ils seront les plus porteurs. J'en suis convaincu, au-delà des zones périurbaines, dans les centres-villes, mais même dans nos régions, dans nos cités, ils peuvent se traduire en autant de vertus utiles à tous, et en particulier aux entrepreneurs en quête de clés de réussite. Alors, comme le veut la tradition dans ce podcast, je vais te laisser conclure, mais je vais te demander de conclure à la manière du présentateur de JT que tu étais. C'est à toi. Mais j'espère vous avoir transmis les informations les plus vérifiées possibles. Ne pas vous avoir dit ce que je pense, mais ce que j'essaie de partager avec vous. Et puis, je vais quand même donner un conseil que je n'aurais pas donné à la fin d'un journal télévisé, mais comme dans ce podcast particulier, parce que j'apprécie vraiment la façon dont tu poses les questions, de dire que la chance que vous avez, les uns et les autres, c'est que vous avez au fond de vous-même une oralité. Et que la meilleure façon de se définir, c'est de commencer à parler de soi et à parler à l'autre. Et je trouve que, pour des gens de mon origine et de beaucoup d'autres, il faut que vous sachiez que moi, la langue que j'utilise aujourd'hui, le français, je l'ai apprise à l'école. Mais ma langue maternelle, c'est le berbère, c'est le kabyle, et je l'ai apprise d'une façon orale. Et le fait de devoir se faire comprendre avec des mots simples, c'est une partie déjà qui est gagnée quand on a une idée d'entrepreneuriat. C'est d'essayer de raconter son histoire d'une façon claire et clairvoyante. Et je pense que vous avez déjà mis le pied dans la porte. Merci Rachid. Alors, j'ai une petite frustration, parce que j'attendais le « Mesdames, Messieurs, bonsoir ». Alors, j'ai jamais dit, mesdames. Est-ce que tu peux m'apprendre à le faire face cam pour que je puisse le faire comme un présentateur de JT? Par ailleurs, si Delphine Ernotte nous entend, je suis disponible à 20h tous les soirs. Ah, c'est un casting en fait. Bon, alors, Delphine, je vous présente Samy. Samy, c'est un jeune garçon qui a du talent. Mais je vais lui donner un premier conseil. On ne commence pas par Mesdames, Messieurs, bonsoir. On dit bonsoir. Alors, bonsoir.
C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci Rachid. Merci Samy.